Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. C'est un article du Code de l'éducation. C'est vrai que cet article il reprend un principe fondamental qui est un principe d'abord de droit international et qui effectivement s'est traduit dans le droit français. Et ce droit fondamental, c'est le droit à l'éducation. Et c'est pas seulement un droit, c'est aussi un devoir jusqu'à 16 ans. Donc c'est un droit qui devrait effectivement s'appliquer aux mineurs isolés, aux jeunes en situation de migration qui arrivent sans représentants légaux en France. Or, ce qu'on constate, c'est que les pratiques institutionnelles qui permettent l'accès à l'éducation de ces jeunes, peuvent être questionnées. Donc, une course semée d'obstacles, d'embûches pour ces jeunes-là, d'une part d'avoir accès aux centres qui leur permettent d'être évalués et ensuite d'être orientés vers une structure scolaire. Et puis d'avoir une place scolaire, et puis ensuite dans la scolarité en elle-même, effectivement, d'avoir l'accompagnement nécessaire pour permettre une scolarité dans les meilleures conditions, quoi. Oui, moi je suis maître de conférence en sociologie, je suis enseignante-chercheuse à l'Institut catholique de Paris. J'ai réalisé une thèse que j'ai soutenue en 2018, donc une thèse en sociologie sur les mineurs non accompagnés, plus spécifiquement sur les procédures d'évaluation de l'âge des mineurs isolés. Et j'ai monté une formation qui s'appelle le DU Action sociale et migration, donc qui s'adresse aux personnes qui souhaitent s'engager ou qui sont déjà engagées auprès de personnes migrantes. Après, j'ai été amenée à travailler avec le ministère des Solidarités, et notamment une équipe de recherche qui travaille sur les enjeux d'exclusion, de lutte contre l'exclusion sociale. D'une part, il y a une situation de grande précarité dans laquelle ces jeunes arrivent en France, puisque l'accès à la protection au titre de leur minorité, donc c'est la protection de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance, n'est pas directe, elle doit passer par une évaluation de la minorité. On estime, et là aussi c'est difficile à calculer précisément, mais on estime qu'entre 50 et 70% des mineurs isolés en demande de protection n'ont pas accès à la protection, donc la minorité n'est pas reconnue. Que le jeune soit pris en charge ou non, il a le même droit, à savoir le droit à l'éducation. Par conséquent, les jeunes qui ne sont pas à l'ASE peuvent être aussi scolarisés. Le problème, c'est qu'ils vont très souvent se retrouver dans des situations bien précaires, soit dormir dans des squats, voire à la rue, soit dormir en hôtel social, soit être hébergé chez l'un, chez l'autre, etc. Donc il y a quelque chose de très pragmatique, comment on fait ses devoirs le soir quand, par exemple, on dépend de l'heure de couvre-feu d'une structure du 115, par exemple, ou quand il faut s'occuper au quotidien de comment on va manger, etc. Et du coup, qui nécessite en fait la prise en charge, l'accompagnement d'un autre type d'acteurs que sont les associations, collectifs citoyens qui viennent ici un peu prendre le relais de l'institution qui n'a pas accompagné le jeune dans le processus de scolarisation. Ça, c'est le cas des jeunes qui ne sont pas pris en charge par l'ASE parce qu'il y a eu sélection au moment de l'évaluation, et même ceux qui sont pris en charge par l'ASE, en fait, on voit bien un traitement différencié entre les jeunes isolés et les jeunes français. Et donc vous avez des situations où des jeunes qui sont pris en charge par l'ASE ne sont pas accompagnés dans un processus d'accès à la scolarité, quoi. Et l'un des grands récits qui construit nos représentations collectives, notre imaginaire collectif, c'est le grand récit de la migration. Un grand récit comme ça qui inquiète énormément. La migration est un objet d'inquiétude sociale, on le voit avec notre actualité. Et donc ce terme de dramaturgie, il essaye de rendre compte de cette réalité-là, quoi. De combien l'immigration, le phénomène migratoire est traversé par la peur, par les peurs sociales. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'importance de la mise en récit dans le parcours des mineurs isolés, parce qu'on est face à l'un de ces groupes sociaux à qui on demande comme condition sine qua non d'accès à leurs droits, donc à l'accès au logement, à la protection, à l'éducation, etc. La condition sine qua non, c'est de savoir se mettre en récit de la bonne manière. Donc là, j'arrive à combien ?
Oui. Que tout comme nos sociétés sont de plus en plus complexes, les migrations, elles aussi, sont aussi de plus en plus complexes avec des motifs qui s'entremêlent. Le motif économique et politique aujourd'hui, on ne peut plus, c'est très très difficile de les distinguer. Et puis vous rajoutez motif démographique, environnemental, climatique. Et du coup, les mineurs isolés, ils s'inscrivent dans cette réalité-là. Et donc, je pense qu'il est important de pas... ça, c'est une tendance qu'on voit sur les terrains. Les jeunes sont enfermés dans certaines catégories. Voilà. C'est un mandaté économique, c'est un exilé, c'est un exploité, etc. C'est un usage un peu biaisé de la typologie qui a été construite par Angelina Etiamble il y a quelques années, qui a été depuis mise à jour, et un usage qui risque en fait d'enfermer les jeunes dans un seul trait de leur trajectoire. Oui. Le profil que j'ai le plus rencontré, ce n'est pas le profil dit du mandaté économique, mais c'est celui qu'on va appeler l'aspirant. C'est-à-dire, c'est le jeune qui part pour devenir acteur de sa vie, quoi, qui part pour s'émanciper, pour se réaliser soi-même. On n'est pas là uniquement sur une aspiration économique, mais vraiment une aspiration de statut social, qui puisse être valorisé, en fait. Voilà, c'est des jeunes qui cherchent à devenir quelqu'un. Mieux que moi. D'accord. 22. 1 x 5, 5, 2 x 5, 10, 3 x 5, 15. 4 x 5. Je dirais ce qui caractérise le mineur isolé, un des points qui les caractérise, c'est qu'ils sont à la fois complètement vulnérables et complètement autonomes, complètement débrouillards. Vulnérables à cause d'abord pour beaucoup de ce qu'ils ont vécu au pays, ensuite de la route migratoire qui les a pour certains fracassés, et puis ensuite du parcours en France, avec la précarité, avec des procédures administratives qui sont extrêmement pénibles, des jeunes en danger, des mineurs en danger, au sens légal du terme, mais aussi c'est les rois de la débrouille, parce que justement pour certains ils ont passé 2-3 ans sur la route, qu'ils ont développé des compétences qui sont d'ailleurs rarement reconnues, valorisées par exemple dans un cadre scolaire. Et d'ailleurs du coup ils font un peu exploser notre représentation de ce que c'est qu'un enfant ou de ce que c'est qu'un adolescent. Effectivement, quand l'accès à la scolarité peut se faire, c'est la question d'une part des conditions dans lesquelles la scolarité peut se faire, et puis d'autre part le regard posé sur ces jeunes-là par les équipes éducatives. Les enseignants très souvent ne sont pas formés aux spécificités des mineurs isolés, et donc parfois il y a des amalgames qui sont faits entre ces jeunes qui sont très souvent en fait très moteurs, très désireux de réussir. La scolarité pour ces jeunes-là, c'est la condition pour pouvoir être régularisé à 18 ans. L'éducation pour ces jeunes-là, ce n'est pas uniquement un enjeu d'épanouissement, d'accès à l'autonomie, etc. C'est en premier lieu, et on parle vraiment d'une course contre la montre pour ces jeunes, une étape nécessaire pour pouvoir rester sur le territoire français de façon régulière, régularisée. Et pour toutes les raisons que je viens d'exposer, quand la scolarité échoue, c'est à ce moment-là que le jeune s'écroule. Jusque-là, il tenait tout ce qu'il a supporté, jusque-là, il le tenait parce qu'il y avait cet objectif-là de la réussite. Quand l'objectif n'est plus atteignable, ça s'écroule, quoi. Mais c'est pas parce que c'est difficile que vous n'allez pas y arriver. D'accord ? Il faut s'entraîner. Le budget par jour pour un mineur isolé est moitié moins élevé que le budget alloué pour un jeune français. Par conséquent, les structures de prise en charge ont moins de moyens. Et donc la prise en charge se fait un jeune français en danger, en isolement, en situation de difficulté, etc. On ne le laisserait pas à la rue, on ne le laisserait pas en dehors d'une scolarité, on ne le laisserait pas susceptible d'être récupéré par des réseaux de traite. C'est comme tout autre enfant, hein. Il a besoin de sécurité affective, de sécurité matérielle. Il a besoin d'un logement digne,
il a besoin d'être protégé, il a besoin d'avoir accès à une alimentation saine, etc. Voilà, là où la situation est spécifique chez ces jeunes, chez ces mineurs isolés, c'est que très souvent ils n'ont pas accès à ces droits fondamentaux. Et que ça a des effets sur leur trajectoire, ça a des effets sur leur personne. Et donc ça a des effets sur leur scolarité. Aujourd'hui, la société civile comble les défaillances institutionnelles sur les enjeux migratoires. Où effectivement, par exemple, le réseau Éducation sans frontières est un des acteurs importants qui vont se substituer aux autorités publiques, à l'institution qui, elle, est compétente sur le papier. C'est à l'institution d'assurer ce rôle-là. Il y a défaillance institutionnelle, par conséquent, ce sont les associations qui prennent le relais, notamment dans l'accompagnement au CASNAV, dans la rencontre des enseignants, dans le suivi scolaire du jeune, dans l'organisation des vacances, dans voilà, tous ces aspects-là de l'accompagnement scolaire du jeune. C'est l'association effectivement qui va prendre le relais. Et quand on travaille avec des mineurs isolés, il y a une implication qui est quasi totale, c'est-à-dire qu'il y a un attachement. Et du coup, des personnes bénévoles ou professionnelles dans le milieu associatif qui s'engagent très très fortement auprès de ces jeunes, on constate c'est qu'il y a effectivement cette tendance-là. Qui peut parfois se traduire par un épuisement complet des bénévoles, par exemple. Et ça, j'en ai rencontré. Des personnes qui craquent au bout d'un moment parce que confrontées à la violence. Un sentiment d'impuissance. Ouais, complètement. Sentiment d'impuissance, de colère, voilà, et puis d'épuisement. Je veux dire, aujourd'hui, on parle de plus en plus de burn-out associatif. Pour moi, on est clairement là-dedans. J'ai une confrontation constante à la violence institutionnelle et à la mise en échec des trajectoires. Aussi l'incompréhension des motifs qui se cachent derrière les décisions des juges. Du début du mois à la fin du mois, un juge n'aura pas les mêmes réactions. Qu'est-ce qui se joue en fait? Est-ce qu'il y a des enjeux politiques? Est-ce qu'il y a des enjeux personnels? Est-ce que, vous voyez, moi ce que j'ai constaté sur le terrain, c'est qu'il y a un flou chez les travailleurs sociaux qui ne comprennent pas, qui ont l'impression d'être face à de l'arbitraire, voilà, à des décisions arbitraires. Pour celui-là, ça passe, pour celui-ci, ça passe pas. Le cadre juridique, il est complet. Okay. Sur le papier, on a tout ce dont on aurait besoin pour protéger ces personnes et pour leur permettre d'accéder à leurs droits. C'est dans la mise en application du droit qu'on observe des défaillances, qu'on observe des pratiques qui peuvent être questionnées. On frôle parfois avec l'illégalité dans les pratiques institutionnelles. C'est-à-dire, vous avez des exemples? Le non-respect de la présomption de minorité. Ça, c'est le principe qui du coup vient colorer tout l'ensemble de la trajectoire du jeune. Même pour un jeune pris en charge, ça veut dire qu'officiellement la minorité a été reconnue. Pour ce jeune-là, en réalité, le soupçon sur son âge demeure. Et c'est ce soupçon-là qui va expliquer le fait que l'accompagnement, par exemple, à la scolarité, ou bien la mise à l'abri dans des hôtels sociaux, ce qui est tout à fait, je veux dire, la réforme de la loi Taquet l'a rappelé, l'hôtel social, ce n'est pas un contexte favorable aux mineurs. Donc là, on vient se mettre à l'encontre, mais ce qui justifie la pratique, c'est le soupçon sur la minorité. Or, ces jeunes-là ont été reconnus mineurs. Non, c'est pas 2000 euros. 200 euros. Les jeunes qui sont orientés par les équipes éducatives ou par les associations vers une formation, ce sera systématiquement, et franchement, à peu de choses près, je pèse mes mots, on va dire quasi systématiquement, vers une formation professionnelle qui mène au métier des secteurs en tension. Voire même l'épanouissement du jeune en fait passe en second plan. Ce qui passe en premier plan, c'est effectivement les besoins du marché
marché de l'emploi français. Et la plupart de ceux avec qui j'ai échangé souhaitent devenir footballeurs, rappeurs, médecins, ils souhaitent devenir président de la République, ils souhaitent... Enfin, c'est des jeunes qui ont des rêves en fait, dont le rêve a été le moteur de la migration, quoi. Donc ils arrivent avec ces rêves-là, et puis là, ouf, il y a le poids institutionnel, quand on leur dit non, tu seras électricien. Et ces jeunes, effectivement, peuvent s'y retrouver, mais on ne peut pas parler d'un choix d'orientation. On va mettre quoi? On va mettre un 0 ici. Oui, 100 centimes. Ok. Et on reporte quoi? Alors, la virgule, on a la virgule. Et alors, le 1, on va le reporter où? Puis c'est 38. Non, pas 300. 300. Je pense que pour que ce droit soit mis en application, il s'agit effectivement de sortir de cette prise en charge à deux vitesses. Pour ça, effectivement, ça nécessite plus de moyens. Il faut rétablir ce principe de la présomption de minorité, par conséquent, accélérer l'accès à la prise en charge des jeunes. Je veux dire, je parlais de course contre la montre tout à l'heure. On est effectivement, pour les jeunes qui ont accès à la scolarité, enfin, c'est des jeunes qui travaillent à l'école avec une épée de Damoclès au-dessus d'eux, au quotidien, quoi. La peur de l'expulsion, elle est jamais loin chez ces jeunes. Donc, comment lever cette inquiétude pour que la scolarisation puisse se faire plus sereinement? D'une part, en accélérant l'accès. Donc ça veut dire libérer des places, effectivement, hein, notamment des places à l'école, et puis permettre une régularisation de ces jeunes à 18 ans. Quand on a commencé une formation, donc l'État paye pour que ces jeunes soient formés. Arrive la majorité, la formation n'est pas terminée, ou alors ils se retrouvent à la rue. Ils rejoignent la catégorie des migrants en situation d'irrégularité, des personnes migrantes en situation d'irrégularité. Voilà, l'investissement, pardonnez-moi ce terme, mais l'investissement qui a été fait dans la formation de ce jeune est perdu, d'un point de vue uniquement pratique. Il y a un enjeu à permettre d'aller au bout de la formation et à permettre à ces jeunes ensuite de s'insérer dans le marché du travail français. Donc il s'agit effectivement de prendre conscience d'abord que, en fait, c'est quelques milliers de titres de séjour par an qui sont accordés. Donc on est sur un phénomène qui, en quantité, n'est pas très important. Depuis une quinzaine d'années, la protection de l'enfance relève de la compétence des départements. Donc si on sort les mineurs isolés, le traitement du mineur isolé de la compétence départementale, implicitement ce que ça veut dire, c'est qu'on le sort de la protection de l'enfance, donc on ne le traite plus comme des enfants. On tombe dans une politique migratoire, parce que la gestion migratoire, pour le coup, relève de la compétence étatique. Dans les faits, on voit bien combien on glisse vers, en fait, des pratiques qui relèvent plutôt de la gestion migratoire, hein, des politiques migratoires, donc des pratiques restrictives, de contrôle, de surveillance, etc. Si on fait passer cette question sous la compétence étatique, avec, comme vous l'avez dit, un dispositif national, etc., on achève ce processus de glissement vers la politique migratoire. On l'officialise, on le banalise, voyez. Et donc pour moi, là, il y a un vrai enjeu, quoi, de rappeler, encore une fois, présomption de minorité, c'est des enfants, ça relève de la protection de l'enfance, donc ça relève des compétences départementales. C'était une ancienne clinique.